D'abord, une petite introduction, une phrase comme a écrit David justement, hein, sur ces charmants crustacés d'eau douce qu'on a tous entendu parler un jour ou l'autre, hein. Il y en avait beaucoup avant. Je me souviens de mes grands-parents qui me parlaient qu'ils allaient chasser des écrevisses dans les rivières. Aujourd'hui, c'est moi qui vais les chasser dans le lac, à Ivoire plus exactement. C'était la nourriture du pauvre, aujourd'hui presque un plat de luxe, des fois confondu avec le homard quand je demande aux enfants qu'est-ce que c'est que cet animal. Mais David Bipus, qui va tout de suite se présenter, vous en parlera bien mieux au cours de cette soirée. David, la parole est à toi. Bonsoir. Voilà, alors bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là à ce webinaire ce soir. Et puis merci beaucoup à l'ASL et à Adrien d'organiser tout ça et de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Donc je travaille à la Maison de la Rivière depuis 2021 en tant que collaborateur scientifique. Comme formation, je suis ingénieur en gestion de la nature, donc formation que j'ai faite à EPIA à Genève donc, entre 2017 et 2020. Et puis, j'ai la chance de travailler dans le domaine qui me passionne, voilà, donc tout ce qui est faune aquatique, donc tant suivi piscicole, astacicole, que ce qui est gestion et renaturation des milieux aquatiques. Et puis, voilà, ma deuxième passion, pour ceux qui me connaissent un peu, voilà, c'est la voile. Et puis, petite citation, donc on m'a demandé de trouver une petite citation. Donc, voilà, les écrevisses, petits crustacés qui ressemblent aux homards, sont plus indigestes. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Donc, c'est une citation qui a été écrite par Ambrose Bierce il y a une centaine d'années dans un livre qu'il a publié. Donc, effectivement, donc ça ressemble bien à des petits homards. Et puis, pas tout le monde sait qu'on a ce genre d'animaux dans nos cours d'eau. Magnifique. Merci, David. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce soir, nous avons quatre parties. On va faire d'abord, voilà, décrire un petit peu, identifier les écrevisses, apprendre à les découvrir. Les indigènes, on l'a dit, sont malheureusement en déclin. On verra pourquoi, quelles sont les menaces, et puis quelles méthodes sur le terrain existent aujourd'hui pour lutter contre les espèces exotiques, avec deux exemples, celui de l'étang de Vidi et du boiron de Morges. Effectivement, on va apprendre à les découvrir, et pour apprendre à les découvrir, il faut un petit peu savoir quelle est leur manière de les identifier, qu'est-ce qui fait qu'on dit que ça, c'est une écrevisse et que ce n'est pas un homard, justement. Du coup, David, la parole est à toi. Voilà, extra. Donc, on va commencer par un petit peu de phylogénie, histoire de savoir dans quel groupe on se situe exactement. Donc, tout d'abord, voilà, les écrevisses sont donc des animaux invertébrés, hein, donc, qui, contrairement aux vertébrés, ne possèdent pas, à proprement parler, de colonne vertébrale et d'os. On se trouve dans l'embranchement des arthropodes, donc c'est des animaux qui sont, dont le corps est composé de segments. On est également dans le sous-embranchement des crustacés, donc c'est des animaux qui sont munis d'un exosquelette. Donc voilà, c'est comme une petite carapace un peu rigide qui entoure leur corps. Dans la classe des malacostracés, on verra pourquoi plus tard. Donc c'est notamment parce que la tête est soudée au thorax, ce qu'on appelle un céphalothorax. On aura l'occasion de le voir sur un schéma un petit peu plus loin. On est chez les décapodes également, car il y a 5 paires de pattes ambulatoires, donc 10 pattes qui servent au déplacement. Et donc voilà, vous voyez le petit cladogramme ici à droite de l'écran, donc qui permet de voir qu'on a 3 familles d'écrevisses. Donc par rapport au nombre d'espèces, c'est relativement peu. Et puis ça permet un petit peu de voir quelle est voilà, la répartition du nombre d'espèces par ces familles. Donc voilà, si on passe à la dia suivante, donc ces 3 familles qui sont présentes dans le monde. On voit qu'elles sont relativement bien séparées, enfin au niveau de leur répartition. Et donc en fait, c'est des répartitions qui remontent il y a environ 200 millions d'années, donc à l'époque de la Pangée. Donc, ces familles ont eu l'occasion donc, de se différencier au moment où les continents en fait se sont séparés. Donc on a voilà les astacidés qui sont présents donc, dans l'hémisphère nord, donc on le voit à l'ouest de l'Amérique du Nord et puis principalement en Europe, les cambaridés, qui eux sont présents sur le continent américain, mais plutôt à l'est, également sur le continent asiatique. Et puis finalement, les parastacidés, qui elles occupent exclusivement donc l'hémisphère sud, donc, entre l'Amérique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc évidemment, ça c'est c'est des répartitions qui sont historiques. On verra que ça a été largement
bouleversés voilà, à la suite des déplacements qui ont eu lieu, notamment en lien avec l'homme. Donc aujourd'hui, voilà, on trouve une grande diversité au niveau mondial. On a environ 640 espèces décrites, donc plus ou moins quelques-unes, effectivement. Voilà, ça c'est un chiffre qui date déjà d'il y a quelques années, je pense. Mais il faut savoir que chaque année, voilà, on découvre plein de nouvelles espèces, notamment grâce aux études génétiques. Et puis, il y a un petit exemple assez parlant. Rien qu'en Suisse, en 2021, on a différencié deux espèces. Donc, on est passé de 3 à 4 espèces indigènes en 2020-2021 seulement. Donc voilà, 640 espèces décrites au niveau mondial. Et en Europe, on en retrouve seulement 5 qui sont indigènes. Donc on remarque que cette diversité est relativement faible. Et donc ça, c'est notamment dû voilà, à la dernière glaciation qui date d'il y a un peu plus de 20 000 ans. Et en fait, à cette époque-là, les glaciers recouvraient l'Europe en entier, ce qui fait qu'il y a eu très très peu de zones refuge pour les espèces. Et donc c'est un constat qu'on retrouve au niveau des écrevisses, au niveau des poissons aussi, donc notamment pour tous les groupes aquatiques. Voilà, on a une diversité spécifique qui est bien moindre en Europe que ce qu'on peut trouver, par exemple, sur d'autres continents, notamment le continent américain. Simplement parce que voilà, les espèces ont eu moins de temps pour se diversifier à la suite de cette glaciation. Donc, 5 espèces indigènes. Maintenant, on en compte une quinzaine de plus qui sont exotiques à l'échelle du continent européen. Donc voilà pour la diversité des écrevisses. Maintenant, au niveau de la reconnaissance, hein, voilà, on a un petit schéma qui représente une écrevisse lambda. Donc on voit que c'est des animaux qui se différencient largement des autres groupes taxonomiques. Donc on retrouve ce corps composé de segments, donc corps en deux parties. Donc on a le céphalothorax qu'on retrouve ici en vert. Donc céphalothorax qui fait justement le fait que les écrevisses font partie de la classe des malacostracées. Donc thorax et la tête soudées ensemble. Et puis, donc, l'abdomen qui est derrière ce céphalothorax. Donc, on voit qu'on a ce corps voilà, muni de 5 paires de pattes ambulatoires avec 2 grandes pinces, et puis donc un corps terminé par le telson, donc cette queue palmée. Donc, voilà, on parlait d'animaux composés de segments. Donc, on ne va pas tous les détailler. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine, il y a 20 segments qui composent les écrevisses, donc munis de 19 paires d'appendices. Et puis, parmi ces appendices, voilà, on a des appendices sensoriels qui servent à se déplacer, à sentir, donc notamment les antennes, les anténules, des appendices buccaux, et puis voilà, des appendices qui composent en fait les pattes. Et donc, c'est ces 4 paires de pattes sur le thorax plus la paire de pinces qui voilà, composent ces 5 pattes qui font des écrevisses, des décapodes. Et puis, on a également 5 paires d'appendices sur l'abdomen, donc qui sont des pléopodes, et qui sont en fait voilà, des petites pattes sur l'abdomen des écrevisses, dont on verra l'utilité plus tard. Voilà, donc maintenant, les écrevisses, on peut assez facilement différencier mâles et femelles. Donc, à gauche, typiquement, on voit un mâle, et donc on voit que justement, les appendices qui sont situés sur l'abdomen, donc ces fameux pléopodes, en fait, du côté gauche, sur l'image de gauche, on a un mâle. C'est les deux premières paires, pardon, de ces appendices, en fait, forment une espèce de V. Donc, ils sont modifiés en appareil copulatoire, et c'est ce qui fait que c'est un mâle. Tandis que chez la femelle, qu'on retrouve par exemple à droite, la première paire de ces pléopodes est à l'état vestigial. Voilà, quand on a une écrevisse dans la main, c'est vraiment très parlant. On peut du premier coup d'œil voir si on a affaire à un mâle ou à une femelle. Ensuite, voilà, pour parler maintenant du squelette des écrevisses, hein, donc on l'a dit, c'est des animaux qui n'ont pas de colonne vertébrale ni d'os. Par contre, elles ont un exosquelette. Donc cet exosquelette qui est justement cette couche rigide, en fait, donc qui est composée de chitine, qui est en fait une molécule souple à la base qui va se durcir avec le calcaire qui compose le calcium. Donc, c'est des animaux qui grandissent par des mues successives. Hein. Donc, évidemment, qui dit exosquelette, ce n'est pas quelque chose qui va s'expandre. Donc, c'est quelque chose qui va s'enlever au fur et à mesure que l'animal grandit. Et donc, lors des mues, on a cet exosquelette qui va éclater à la cloison en fait, entre le céphalothorax et l'abdomen et l'écrevisse qui va s'en extraire. À ce moment-là, les écrevisses, elles seront très, très vulnérables parce qu'elles seront toutes molles et elles mettront 1 à 2 semaines pour justement reprendre le calcaire et puis pouvoir durcir leur exosquelette. Voilà, donc maintenant, encore
des fonctions vitales des écrevisses, quelques mots. Donc voilà, c'est des animaux qui respirent par les branchies. Donc on a vu tout à l'heure les pièces buccales. Donc ici, c'est la deuxième maxille, qui est l'une de ces pièces buccales justement, qui sert à faire un petit courant en fait, qui permet donc d'alimenter les branchies, y compris quand il n'y a pas de courant dans l'eau. Et puis en ce qui concerne le système cardiovasculaire, donc c'est un système cardiovasculaire qui est composé d'hémocyanine, donc qui est un petit peu l'équivalent de l'hémoglobine chez l'homme. Mais voilà, c'est quelque chose qui bleuit au contact de l'oxygène. Et donc, le sang de l'écrevisse, en quelque sorte, va être plutôt grisâtre du fait qu'il ne contient pas de globules rouges. Par rapport aux autres invertébrés, les écrevisses, donc le système cardiovasculaire est d'autant plus complexe en fait que chez les insectes, par exemple, parce qu'on va retrouver donc un cœur, des artères, des veines. On aura juste une différence par rapport au système cardiovasculaire qu'on a nous, par exemple, c'est que les capillaires en fait sont remplacés autour des organes par ce qu'on appelle des lacunes sanguines. Et donc, c'est une sorte de poche dans laquelle baignent les organes. Donc, voilà, voilà, la différence entre système sanguin humain et de celui d'une écrevisse, mais système sanguin qui reste bien avancé par rapport à d'autres invertébrés. En ce qui concerne maintenant donc biologie et écologie des écrevisses, donc le cycle de vie, donc c'est des animaux qui sont actifs en fonction de la température et donc qui commencent à bouger gentiment en moyenne, selon les espèces, autour d'une dizaine de degrés. Donc, c'est des animaux qu'on ne va pas du tout voir en hiver. Donc, en hiver, entre novembre et mars, ils seront dans une phase de repos où bah, voilà, elles seront cachées sous les berges et, pour passer la saison hivernale. Ensuite, voilà, en avril, on a l'activité qui commence avec l'émergence des larves et puis vraiment la période de croissance entre les mois de juin, donc fin du printemps et l'été, et de septembre, où là, les écrevisses vont muer, donc 6 à 7 fois par an selon les espèces pour les juvéniles, et puis en général 1 à 2 fois par la suite pour les écrevisses adultes. Et puis finalement, les mois de septembre, octobre, où les écrevisses vont se reproduire en attendant la phase hivernale. Donc, si on voit maintenant ben, la reproduction en tant que telle, hein, donc, qui a lieu en fin d'été, dès que l'eau commence à baisser de température. Donc, on a ici en haut à droite de l'image une image d'une reproduction de crevisses. Donc, on voit que le mâle va en fait plaquer la femelle à l'envers et venir déposer un petit paquet de sperme, donc on appelle le spermatophore, grâce à son appareil copulatoire, donc qui est représenté par les deux pléopodes en fait, qui forment un V hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, donc, la femelle va pondre ses œufs, il y aura la fécondation quelques jours après l'accouplement. Et puis ensuite, une fois que les œufs seront pondus, donc, la femelle va garder ses œufs au niveau de son abdomen et donc les garder au niveau de ses pléopodes qui vont servir ben, voilà, à oxygéner les œufs, notamment durant la phase hivernale. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on voit que c'est des animaux en fait qui, contre leur apparence un peu rustre, font des soins parentaux. Donc voilà, il y a vraiment la femelle qui va s'occuper de ses œufs durant la phase hivernale jusqu'à l'éclosion au printemps. Donc les juvéniles vont rester encore un petit moment près de la femelle avant de s'émanciper. Donc sur la photo ici en bas à droite, on voit typiquement ben, des larves, des juvéniles d'écrevisses qui sont encore sous la femelle. Ensuite, donc on a vu l'activité au niveau saisonnier, maintenant l'activité au niveau journalier. Donc, c'est des animaux qui sont essentiellement nocturnes, hein, donc on ne va pas forcément retrouver le jour, qui ont généralement un pic d'activité soit en début, soit en fin de nuit, soit les deux. Donc ça dépend un petit peu des espèces. Donc, par exemple, la l'écrevisse à pattes blanches, on va la retrouver essentiellement le soir, plutôt en début de nuit. Donc c'est ce qu'on voit ici en vert, hein, 2 heures après le coucher du soleil. Puis la cigale, ben, qui est une autre espèce encore envahissante, celle-ci on en parlera plus tard, on va la trouver plutôt aux extrémités de journée et en début de nuit. Donc c'est tout à fait possible au coucher du soleil que vous voyez des écrevisses cigales dans les ports, par exemple, qui sont déjà actives. Pour parler un petit peu d'habitat, voilà, donc les écrevisses sont relativement exigeantes au niveau de l'habitat. Donc de nouveau, ça dépend un petit peu des espèces, mais globalement, elles sont relativement sensibles à la qualité de l'eau. Donc c'est plutôt des eaux de bonne qualité, hein, donc sans pollution, donc notamment pollution métaux lourds. Elles sont très sensibles à ça. Des eaux diversifiées, donc avec beaucoup d'abris sous verge, des courants aussi diversifiés.
On va trouver des écrevisses dans certaines rivières, donc justement avec ces habitats diversifiés, mais également bah, voilà, dans des plans d'eau moins agités. Et puis voilà, comme je l'ai déjà dit, donc ça va être essentiellement des eaux plutôt tempérées. Donc on va pas les trouver très au nord, on va pas les trouver non plus très en altitude. Donc en Suisse, elles sont essentiellement jusqu'à la limite à peu près de l'étage montagnard. Donc vous voyez typiquement, pardon, si on revient juste à l'image d'avant, ouais voilà, donc une sous-berge très favorable aux écrevisses. Et puis sur la photo d'en haut, ben voilà, on a typiquement une écrevisse qui est entièrement recouverte de calcaire, donc dans des cours d'eau très calcaires du pied du Jura. Voilà, d'un point de vue régime alimentaire maintenant, donc c'est des animaux qui sont omnivores. Donc dans les lacs, c'est en quelque sorte bah, voilà, les camions poubelles des lacs qui vont décomposer tout ce qu'ils trouvent par terre, donc tant des planctons, algues, mousses que des poissons, vertébrés benthiques, etc. Le cannibalisme est possible, hein, donc effectivement, s'il y a du manque de nourriture, c'est tout à fait possible que des grands individus s'attaquent à des juvéniles y compris à l'échelle d'une même espèce. Et puis voilà, c'est des animaux qui à l'origine sont filtreurs. Hein. Donc les juvéniles sont dans les premiers stades essentiellement filtreurs. Et puis bon, voilà, on voit typiquement ici sur l'image de droite une écrevisse signale, donc avec les appendices buccaux qui servent à décomposer tout ça. Donc, on voit avec ce régime alimentaire-là, en fait, que les écrevisses ont une réelle influence sur l'écosystème, influence qui est plutôt positive parce qu'elles vont vraiment bah, nettoyer bah, tous les détritus qu'on va trouver dans les lacs et les cours d'eau. Donc, elles participent vraiment à l'équilibre des écosystèmes. Mais cet équilibre, on le voit, peut être bah, complètement perturbé quand il s'agit d'espèces exotiques, parce que ces animaux-là ne sont pas adaptés à l'écosystème, justement, et puis ils sont beaucoup plus voraces. Ils ont une très grande pression sur tout ce qui est les plantes aquatiques, les communautés d'invertébrés benthiques, et pourront même s'attaquer, par exemple, ben voilà, aux alevins de truites ou ce genre de choses. Dernier point concernant les prédateurs. Donc les écrevisses ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire, hein, effectivement. Donc il y a différents poissons, tels que des brochets, anguilles, carpes, qui pourraient manger des écrevisses, également des oiseaux, et puis finalement des mammifères comme bah, la loutre, le blaireau ici chez nous, le raton laveur ailleurs. Et donc on voit que les prédateurs sont en diurne en fait que nocturne pour les écrevisses. Merci beaucoup, David. Il y a aussi les êtres humains qui Il y a sont, aussi les êtres humains, ouais, tout à fait. J'en ai pas parlé effectivement. qui s'en régalent. Alors, on voit qu'effectivement, elles sont, on les connaît mal, ces écrevisses. Et notamment, effectivement, on ne pense pas qu'elles puissent s'occuper comme ça de leurs petits. On pense qu'elles sont rustres avec leurs grosses pinces et qu'elles vont manger leurs petits. Mais c'est des êtres tout à fait attachants. Tout à fait. Surtout quand elles se pincent à toi. Donc, du coup, maintenant, on va justement parler des espèces indigènes qui sont dans nos contrées, ces 5 espèces qu'on retrouve dans nos régions, mais qui sont en déclin. On va voir comment. Donc, David, parle-nous de ces espèces indigènes qui sont en déclin. Quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les espèces indigènes? Voilà, donc ben, effectivement, les espèces indigènes, hein, donc, on l'a vu tout à l'heure dans le sondage, on en a quatre. Quatre espèces qui ben, voilà, se différencient d'une part par l'habitat, mais également par la répartition géographique en Suisse. Donc, on va trouver l'écrevisse à pattes rouges qui est menacée, donc Astacus astacus, qui elle va occuper essentiellement les régions de plaine dans des cours d'eau plutôt à faciès lentique ou dans des étangs. On aura également bah, l'écrevisse à pattes blanches qui elle, est fortement menacée et donc qui va occuper toute la partie ouest, sud-ouest de la Suisse. Et donc, elle plutôt bah, dans des cours d'eau à écoulement diversifié, comme ce sera le cas des trois espèces suivantes. L'écrevisse italienne, donc, qui est la fameuse espèce qui, en 2021, en fait, est différenciée de l'écrevisse à pattes blanches. Certaines populations étaient différenciées par des analyses génétiques. Donc, c'est notamment des populations qui se trouvent en Valais, dans la vallée du Rhône, Tessin et au Grison. Et puis, finalement, l'écrevisse des torrents, qui est un petit peu différente, fortement menacée aussi, qui occupe grosso modo les mêmes habitats et qu'on va retrouver plutôt dans le nord-est de la Suisse.
Donc en fait, on a pas mal de diversité, quasiment toute la diversité des écrevisses européennes en Suisse, simplement parce qu'on se trouve ben, voilà, dans un carrefour entre les différentes zones de répartition. Donc on est vraiment à la limite de toutes de ces répartitions de ces espèces différentes en Suisse. Donc ça, c'était pour les espèces indigènes. En ce qui se concerne maintenant ben, les écrevisses exotiques, donc on a 5 espèces qui ont été recensées en Suisse. Donc on a l'écrevisse à pattes grêles, qui est plutôt originaire d'Europe de l'Est, hein, qui pose peut-être un petit peu moins de problèmes. L'écrevisse signale, l'écrevisse américaine et l'écrevisse rouge de Louisiane, qui sont donc 3 espèces américaines. Donc c'est des espèces qui sont transmettrices, donc porteuses saines de la peste de l'écrevisse. On verra tout à l'heure ce qu'est exactement cette peste de l'écrevisse. Et puis finalement, bah, le Yabi, Cherax destructor, qui nous vient tout droit d'Australie. Et en fait, voilà, il y a un individu un jour qui a été découvert au bord d'une route. On n'a plus jamais vu cette espèce en Suisse. Toujours est-il que c'est un des premiers groupes taxonomiques en Suisse, comme en Europe hein, d'ailleurs, à recenser plus d'espèces exotiques que d'espèces indigènes. Donc, il faut encore préciser qu'en Suisse, la législation change un petit peu à travers les cantons. En France, elle est également différente, mais typiquement sur le canton de Vaud, on n'a pas le droit de pêcher des écrevisses, ni des indigènes qui sont bien entendu strictement protégés à l'échelle européenne, ni des espèces exotiques donc, qui sont réservées généralement au permis de pêche professionnel et qu'on peut par contre généralement retrouver sur les marchés. Et puis, ben voilà, on a parlé de ces 5 espèces, mais il y a plusieurs autres espèces qui seraient susceptibles de prochainement arriver dans la région lémanique, hein. Donc, plusieurs autres espèces originaires d'Amérique du Nord, du genre Factionus notamment, donc, qui sont aux portes de la région. Et puis, donc en Europe, on recense actuellement une quinzaine d'espèces invasives qui proviennent notamment ben, d'aquariophilie ou d'élevage liés à la gastronomie et qui petit à petit ont été disséminées dans la nature et qui se retrouvent actuellement un peu partout. Voilà, donc maintenant, au niveau du contexte dans la région lémanique, donc on va retrouver 3 espèces essentiellement. Donc en haut à gauche, on peut voir donc une écrevisse à pattes blanches, qui est donc l'espèce indigène, qui va se retrouver essentiellement, ben, notamment au pied du Jura ou dans les cours d'eau, dans les têtes de bassins versants en fait, et donc qui est fortement menacée. Donc elle disparaît notamment ben, en lien avec les pollutions des cours d'eau, les canalisations des cours d'eau, enfin tout ce qui est changement d'habitat tant en termes bah, d'habitat pur que de qualité des eaux. Et puis au niveau du lac, on va retrouver donc 2 espèces invasives, qui est donc l'écrevisse américaine à gauche, donc Factionus limosus, et l'écrevisse signale Pachyphastacus lienusculus. Donc ces 2 espèces qui sont arrivées grosso modo dans le même laps de temps. Donc la signale est arrivée en 76 sur la rive sud du lac, du côté français. Elle a petit à petit progressé le long des rives jusqu'à atteindre la Suisse à la fin des années 90. Et maintenant, elle pose vraiment problème en fait parce qu'elle s'attaque aux cours d'eau. Elle commence à remonter un petit peu partout et donc met à terme en danger les populations d'écrevisses à pattes blanches qui justement se trouvent dans ces cours d'eau. Donc, il faut savoir qu'il y a extrêmement peu de cas de cohabitation de ces espèces, hein. Donc, ça peut durer quelques années, mais généralement, l'espèce indigène, par le biais de la compétitivité entre les 2 espèces, finit par disparaître. Et puis voilà, si là, la peste de l'écrevisse est présente, on aura peut-être l'occasion de le voir sur une dia un petit peu plus tard. Alors là, les populations peuvent être décimées en quelques semaines seulement. Et donc ça, c'est pour l'écrevisse signal. Et l'écrevisse américaine, donc elle est arrivée en Suisse en 76 également. Dans le Léman, je ne sais pas exactement de quand date la première introduction. Mais c'est une espèce qui a posé problème il y a quelques temps et qui est plutôt en diminution maintenant avec l'arrivée de la signale qui, elle, est d'autant plus vorace et concurrence même cette autre espèce exotique qui, je rappelle, donc, ne sont pas du tout originaires de la même région des États-Unis. Donc l'américaine qui est originaire de l'Est et la signale plutôt de l'Ouest. Maintenant, à l'échelle du lac, on constate que ces écrevisses, y compris exotiques, hein, donc il n'y a plus du tout d'indigènes, mais les écrevisses exotiques sont aussi concurrencées par une autre espèce, qui est la moule quagga, en fait, qu'on voit sur l'image en haut à droite, et qui s'attaque, colonise l'entier des habitats lacustres, et donc qui diminue considérablement le nombre de caches pour les écrevisses.
mais qui se fixe aussi sur la carapace de ces écrevisses, donc les entravant considérablement dans leur mouvement. Et voilà, donc on voit qu'à l'échelle du lac, ces écrevisses exotiques sont aussi concurrencées par d'autres espèces et ne sont plus en expansion de la même manière qu'auparavant. Voilà, donc la peste de l'écrevisse, donc on en parlait, hein, donc la peste de l'écrevisse, donc de son petit nom l'aphanomycose, hein, qui est causée par un oomycète, donc c'est un organisme qui se situe un petit peu à la frontière entre une algue brune et un champignon. Et donc ça, c'est un organisme, donc une maladie qui est portée par les écrevisses originaires d'Amérique du Nord, donc qui en sont des porteuses saines, donc c'est-à-dire elles sont vectrices de la maladie, mais qu'elles ne sont pas affectées par celle-ci et donc qui va en fait se fixer sur la carapace donc, des écrevisses indigènes. Puis petit à petit, donc, cette sorte de champignon va attaquer le système nerveux jusqu'à causer la mort des écrevisses. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de terrible parce qu'il y a des populations absolument gigantesques qui peuvent être décimées en quelques semaines. On a eu le cas il y a quelques années sur un cours d'eau jurassien à la frontière avec la France où une population de plusieurs centaines de milliers d'individus a malheureusement été décimée à cause de cette peste de l'écrevisse qui est arrivé par, on ne sait pas trop quel biais en fait. Ça peut être, ça peut arriver via les écrevisses, mais ça peut aussi arriver via du matériel de pêche ou tout matériel qui est entré en contact en fait avec une population contaminée. Donc, voilà, il faut être extrêmement prudent quand on travaille dans les cours d'eau ou quand on y va pour les loisirs et veiller à bien donc désinfecter le matériel ou en tout cas le laisser vraiment sécher avant d'aller dans d'autres cours d'eau si on ne connaît pas le statut des populations d'écrevisses. Et donc, bah, évidemment, voilà, ça affecte les écrevisses essentiellement, plus généralement les crustacés. Donc, il y a certaines autres espèces de crustacés chez qui la peste a été retrouvée, mais on est tranquille, c'est pas du tout quelque chose qui affecte l'humain. C'est important de le préciser. Et puis les autres facteurs de déclin, donc la peste qui en est un grand, et puis évidemment, bah, comme je l'ai dit, voilà, tout ce qui est canalisation, dégradation de la qualité des eaux. Espèces exotiques, ben voilà, on en a déjà parlé, donc via la peste et les agressivités et la fécondité et la compétitivité, tout ce qu'on veut. Merci David pour ces précisions. On a vu maintenant quelles étaient les espèces, enfin les facteurs de déclin. Euh, on va peut-être venir plus sur ton métier de terrain, cette fois-ci, voir ce qui se passe pour aller inventorier ces espèces et puis les moyens de lutte. Du coup, David, parle-nous un petit peu de ce qui se passe sur le terrain, des méthodes d'inventaire et des moyens de lutte qui existent contre les espèces exotiques. Voilà, donc effectivement, là, on va parler à la fois des méthodes d'inventaire et des moyens de lutte, ce qui va servir à suivre une population ou à essayer plutôt de la contrôler dans le cas d'une population d'espèces exotiques. Donc, on peut tout d'abord utiliser le piégeage. Donc, le piégeage qui va simplement se définir par poser des nasses en fait dans l'eau. Donc, ça, c'est une méthode qui est compatible avec tout type de cours d'eau, hein, donc dans les rivières comme dans les lacs, y compris dans les eaux assez profondes et troubles. Donc, on voit que c'est une méthode qui est relativement sélective, hein. Donc, typiquement sur la photo de droite, on voit que la nasse a des mailles relativement grandes. Donc, on s'imagine bien que les petits individus vont simplement en sortir. Et puis, c'est sélectif, bah, d'une part à cause de la taille des nasses, hein, ce qui peut être modifié, ben, comme sur la photo du milieu, en diminuant la taille de ces mailles. Et c'est sélectif aussi parce que bah, dès qu'on aura un grand individu qui sera dans la nasse, ben, les petits vont beaucoup moins venir. Donc, avec ces NAS, on va essentiellement capturer des grands individus. Donc, au niveau de l'appâtage, ça peut être tout type de nourriture carnée qui sent un peu fort. Typiquement, ici, on a utilisé un gendarme. Donc, voilà, c'est une saucisse qu'on trouve dans le commerce. Ça marche très, très bien. Si on essaye d'utiliser ces NAS comme méthode de contrôle d'une population, ça va être extrêmement chronophage et puis justement, ça ne va pas forcément être très efficace du fait de la sélectivité du piège. Et voilà, le dernier problème, évidemment, quand on a une nasse, on n'est pas non plus sûr qu'une écrevisse est motivée à aller dans la nasse, donc ce n'est pas une méthode qui est sûre si on veut inventorier des écrevisses.
Ensuite, on aura l'observation nocturne, hein, qui est ben, voilà, la méthode la plus utilisée dans les cours d'eau pour inventorier des écrevisses. Donc, c'est ben, forcément adapté plutôt aux eaux claires et peu profondes. Donc, en cas de crue, comme on vit ces temps, c'est illusoire de voir des écrevisses. En plus, on n'est plus trop à la bonne saison. Mais c'est souvent plus efficace que le piégeage, dans le sens où voilà, les écrevisses, on le voit sur les photos de droite, se voient extrêmement bien, que ce soit sur le fond du cours d'eau ou cachées sous une berge. Évidemment, ben, c'est des méthodes qui demandent pas mal de temps parce qu'il faut se promener la nuit dans les cours d'eau, également demander les autorisations nécessaires. Et puis, ben, de nouveau, on voit des écrevisses, on arrive facilement à trouver des populations, mais s'il s'agit de gérer une population exotique, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps et on n'arrive pas forcément à nos fins. La pêche électrique, donc, qui pourrait aussi être une méthode d'inventaire. Donc, c'est une méthode qui est plutôt adaptée pour pêcher des poissons, hein. Donc, ça consiste en fait à mettre du courant dans l'eau. Les poissons, généralement, bah, sont attirés vers l'anode. Et donc, on peut les capturer après avec une filoche. Avec les écrevisses, ça les dérange, mais elles réagissent totalement différemment que les poissons. Elles ne vont pas être attirées par l'électricité, elles ont plutôt tendance à se terrer. Donc, ce n'est pas une méthode qui est très, très efficace pour vraiment inventorier des écrevisses. Quand on a des grandes populations, on peut en trouver, mais c'est généralement pas utilisé, d'autant plus que ça peut créer, dans le cas de populations indigènes comme exotiques, des dégâts sur les écrevisses. On le voit sur les deux photos du bas, où typiquement bah, les membres ont tendance à se sectionner parce que les écrevisses se crampent en fait avec l'effet de l'électricité. Il y a eu quelques essais qui ont été faits pour exterminer les populations exotiques, donc avec des appareils très très puissants, bien plus que les appareils utilisés classiquement, mais avec des impacts qui sont bien évidemment largement supérieurs qu'avec des appareils classiques sur l'ensemble des taxons et du milieu naturel. Et puis on peut parler finalement de l'ADN environnemental, alors là qui va être exclusivement une méthode bah, d'inventaire, hein. Donc en fait ça va consister à prendre un petit échantillon d'eau et puis à partir de là, rechercher de l'ADN d'écrevisses. Donc c'est gentiment pas mal utilisé pour les poissons, donc ça permet de connaître exactement la composition spécifique d'un milieu en recherchant ces ADN. Ça marche assez bien, mais voilà, il y a des biais. Donc les écrevisses, il y a très peu de résultats aujourd'hui. On peut être à côté d'une écrevisse et ne pas avoir d'ADN comme le contraire. Et puis, ben, il se trouve qu'avec cette méthode, on trouve par exemple du saumon donc, dans les cours d'eau autour du Léman, alors qu'on sait bien qu'il n'y a plus de saumon depuis un bon moment. Puis c'est simplement dû au fait que les gens qui achèteraient du saumon rejettent en fait l'ADN du saumon via les stations d'épuration. Donc une méthode qui est peu utilisée pour les écrevisses, pour les inventaires, qui a peut-être un certain avenir, hein. Donc il y a beaucoup de recherches qui se font là-dedans, mais qui à l'heure actuelle n'est pas forcément efficace pour ça. Donc voilà, on a vu un petit peu ces méthodes d'inventaire. Maintenant, si on parle de stratégie de gestion pure pour une population exotique, donc on aura trois stratégies possibles, hein, qu'on voit ici à gauche de l'écran. Ça pourrait être donc le contrôle de la population, son éradication ou le confinement. Pour contrôler une population ou essayer de l'éradiquer, donc il y a toutes les méthodes dont on a parlé, donc piégeage, capture, pêche électrique. C'est des méthodes qui sont extrêmement chronophages, relativement peu efficace. On peut obtenir en début de colonisation voilà, des résultats positifs si ces méthodes sont combinées, mais voilà, beaucoup d'investissements. Il y a également des prédateurs qui peuvent être introduits, mais avec d'autres impacts sur le milieu, évidemment, dès qu'on rajoute une espèce et puis soumis à d'autres contraintes également légales, notamment. Et puis des méthodes un peu plus drastiques, donc, qui consistent à mettre des produits chimiques dans le cours d'eau pour tuer les écrevisses ou carrément à assécher le plan d'eau. Et donc ça, c'est des méthodes qui peuvent être efficaces dans certains milieux bien spécifiques, pas du tout applicables à grande échelle, mais qui évidemment ben, sont complètement impactantes pour le milieu naturel. Et donc, il n'y a pas que les écrevisses qui vont en pâtir, il y a vraiment tout le milieu naturel. Donc, on voit que les deux premières stratégies, le contrôle et l'éradication, c'est très difficile, c'est pas applicable à grande échelle, mais ça peut l'être éventuellement dans des cas bien spécifiques, comme on va le voir tout à l'heure. Et du coup, ben, voilà, dans les cours d'eau, aujourd'hui, on essaie plutôt de faire du confinement en mettant en place donc, des barrières à écrevisses. Donc, ça consiste simplement à boucler un linéaire de cours d'eau pour pas que les exotiques remontent ou d'autres milieux, hein, ça peut être des étangs. Et ben voilà, tant pis pour les linéaires qui sont colonisés, ils seront colonisés. Du coup, j'ai même pas besoin de faire de transition. Tu l'as faite toute seule, David. On va justement effectivement présenter
tu vas nous présenter deux exemples, celui de l'étang de Villy et celui du Boiron de Morges, situé à côté de la Maison de la Rivière. Du coup, on commence par l'étang de Villy. Voilà, donc deux exemples en région lémanique, hein. Donc le premier, l'étang de Villy, donc, qui se situe à Lausanne. Du coup, c'est un étang d'environ 1500 mètres carrés qui prend place aujourd'hui à peu près 200 mètres du lac. C'est un étang qui a été aménagé, donc il est entièrement bétonné, il a été aménagé en 1964. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il a toute une dimension patrimoniale aussi, dans le sens que la rive nord de cet étang, en fait, représente voilà, la limite de l'ancienne rive du Léman, donc à l'époque romaine. C'était le port de Lausanne, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, toute la partie qui est au sud de cet étang a été remblayée, en fait, et c'est là où on trouve voilà, des terrains de foot et plein d'infrastructures. Donc, l'étang se trouve actuellement à peu près 200 mètres du lac. Et donc, en juillet 2007, il se trouve qu'on fait la découverte d'une espèce d'écrevisse envahissante. Donc, il ne s'agit pas de la signale ici, il ne s'agit pas de l'écrevisse américaine, c'est l'écrevisse rouge de Louisiane, donc une troisième espèce pour la région lémanique qui a vraisemblablement été introduite par des particuliers, peut-être liés à un vidage d'aquarium où on ne sait pas trop comment elle est arrivée. Bref, là, grosse panique, étant donné que ben voilà, c'est une nouvelle espèce, on se trouve à 200 mètres du lac, et là, il se trouve que cette espèce, en plus, elle a des capacités un petit peu hors normes, elle est capable de parcourir plusieurs centaines de mètres sur la terre ferme pour trouver d'autres milieux humides, hein. Donc, c'est vraiment une espèce qui vit donc, au sud-est de l'Amérique, donc Louisiane et ce genre d'endroit, donc dans des milieux marécageux. Donc voilà, elle peut vraiment parcourir une certaine distance sur la Terre. Donc là, il y a un gros problème par rapport au Léman. Si elle atteint le Léman, c'est vraiment une catastrophe. Donc les gros moyens sont employés, hein. Donc c'est une campagne d'éradication qui va commencer donc en janvier 2008. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement assécher l'étang pendant plusieurs mois. Le chaud-lait, exactement, pour être donc avec de la chaux vive, pour être sûr qu'il n'y ait plus d'humidité dans cet étang. Et puis, donc, avant de faire ça, bien sûr, on le voit sur les images ici à droite. Donc, il y a des barrières qui sont mises en place pour pas que les écrevisses sortent au moment de la sec. Puis, il y a également tout plein de précautions avec des bacs de filtrage qui sont mis en place pour pas que des larves, par exemple, se cachent dans les eaux qui sont asséchées. Et donc, pour que vraiment l'écrevisse n'atteigne pas le lac. Donc voilà, il y a toute cette campagne qui est menée. Et puis, on remet de l'eau dans l'étang. Et là, grosse surprise, à l'été 2008, on retrouve à nouveau des écrevisses dans le milieu. Donc là, évidemment, c'est très particulier. On fait l'hypothèse que les lâchers sont interdits. Par contre, voilà, il y a tous ces fameux gros blocs qui constituaient l'ancienne rive du Léman, dans lesquels en fait les écrevisses sont plus cachées, donc entre les interstices entre les blocs, où peut-être il y avait encore un petit peu d'humidité, et donc les écrevisses auraient survécu dans ces endroits-là. Donc la seconde campagne d'éradication, hein, donc il y a suffisamment d'enjeux pour mettre tous ces moyens, sauf que cette fois, on va décider de bétonner les interstices entre les enrochements, de sorte à ce qu'il n'y ait vraiment mais plus aucun espace disponible. Donc la rebelote, on assèche, on prend toutes les précautions, les barrières, le chaulage de l'étang, mais en plus de ça, on bétonne les interstices. Et donc pour ça, donc là, il y a eu pas mal de contributions de différents services de la ville de Lausanne, hein, notamment vers le patrimoine et puis ce genre de choses, vu que c'est quand même des ouvrages historiques, hein, il s'agit de l'ancien port romain de la ville de Lausanne. Et donc là, chaque pierre va être numérotée une à une, enlevée, bétonnée, puis remise exactement au même endroit. Donc on voit bien l'investissement que c'est pour éradiquer en fait simplement des écrevisses. Donc on se rend bien compte avec cet exemple que c'est pas du tout applicable à grande échelle et puis que c'est un exemple bien particulier dans un petit étang qui a été mis en place comme ça parce qu'il y a de gros enjeux derrière étant donné que c'est la première introduction de cette espèce en région lémanique. Donc là, il faut dire aussi, voilà, tout ce suivi a été effectué voilà, par les services de la ville, le canton, etc. Ça a également été suivi par une étude d'une étudiante à l'UNIL, sauf erreur. Donc moi, je n'étais pas encore dans ce domaine à ce moment-là, mais c'est un exemple très parlant pour la région. Puis bien sûr, là, il y avait une grande question de se dire, mais attendez, voilà, on a des écrevisses dans cet étang Vidi. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Donc, également eu une vaste campagne d'échantillonnage qui a été faite à travers tous les étangs de la région lausannoise. Et là, bonne surprise, on n'a pas retrouvé d'écrevisses de Louisiane.
On a même retrouvé donc une écrevisse à pattes rouges, donc indigène, qu'on voit ici sur l'image ici en bas. Donc voilà pour cet exemple de Vidi, donc qui est un cas bien particulier d'extermination d'une population. Ensuite, voilà, deuxième cas d'étude, donc le Boiron de Morges. Donc c'est une rivière qui se situe entre le pied du Jura et le Léman, dont l'embouchure se trouve entre Tolochna et Saint-Pré. Donc vous voyez ici le bassin versant du Boiron de Morges, hein, qui est une rivière de taille petite à moyenne, une trentaine de kilomètres de bassin versant. La rivière fait environ 15 kilomètres de linéaire. Et puis, c'est une rivière qui est extrêmement suivie depuis plus d'une vingtaine d'années, 25 ans, même un peu plus, hein, notamment par des suivis piscicoles avec des pêches électriques qui se font chaque année sur le cours d'eau, des suivis de température, débit également qui sont mis en place par le canton de Vaud, des suivis qui concernent la macrofaune par le canton aussi, donc avec tous les peuplements d'invertébrés benthiques, et puis des suivis écrevisses depuis quelques années. Donc on voit qu'on a sur le haut de ce bassin versant plutôt des zones forestières, et puis des zones agricoles, viticoles et villageoises plutôt sur le bas du cours d'eau. Voilà, donc sur ce cours d'eau, donc, alors ça je ne l'ai pas dit sur la carte d'avant, mais en gros, voilà, dans ces zones forestières, on a des populations d'écrevisses à pattes blanches qui comptent parmi voilà, les plus belles populations de la région, voire même du canton. Donc il y a un vrai enjeu pour cette écrevisse à pattes blanches qui donc est menacée partout. Et puis, donc l'écrevisse signal est en train de remonter le cours d'eau depuis le moment, comme c'est le cas en différents cours d'eau. C'est un cours d'eau voilà, qui avait, comme beaucoup d'autres cours d'eau, plusieurs obstacles le long de son linéaire et qui petit à petit ont été bouclés, enfin contournés par des passes à poissons ou ce genre d'ouvrages. Et puis la dernière passe à poissons voilà, a été construite en 2018. Donc, qui dit dernière passe à poissons dit linéaire libre pour la montaison des poissons, mais également pour l'écrevisse signal. Donc, en fait, le dernier obstacle qui empêchait l'écrevisse signal d'atteindre ces fameuses populations à pattes blanches a été affranchi en 2018. Et donc, à terme, ça représentait donc, un danger pour cette espèce indigène. Bien sûr, on l'a vu, l'éradication, ce n'est pas possible à l'échelle d'un cours d'eau. Et puis là, ce qui va être mis en place, c'est plutôt des stratégies de confinement, donc notamment avec des barrières à écrevisses, comme on le voit sur l'image ici en bas à droite. Donc de là va être mis en place une étude donc, qui prenait place dans le cadre de mon travail de bachelor, en fait, avec comme objectif de cartographier donc, la répartition actuelle des l'écrevisse à pattes blanches, de définir la limite d'expansion de l'écrevisse signal, et puis finalement de déterminer les emplacements pour mettre en place une barrière à écrevisses qui, à l'époque, donc, est la première barrière à écrevisses du canton de Vaud. Alors, sur la slide suivante, ah oui, une méthodologie, pardon, ouais, j'étais une slide trop loin. Extra. Alors, au niveau de la méthodologie, donc là, c'est trois méthodes qui ont été mises en place. Donc, la prospection nocturne, dont on a déjà parlé, la pose de nasse et les pêches électriques. Donc, en fait, c'est des méthodes qui ont été mises de manière complémentaire. Et puis, la pêche électrique, on l'a vu, c'est pas du tout une méthode favorable pour les écrevisses, mais là, elle était de toute façon faite dans le cadre des suivis piscicoles sur le Boiron, comme on l'a vu. Et donc, ça a permis d'avoir des informations supplémentaires. Et puis, finalement, voilà, des prospections sur le terrain et sur les cartes pour trouver des emplacements favorables pour mettre en place une barrière à écrevisses. Donc, des barrières à écrevisses dont on voit plusieurs exemples ici. Hein. Donc, c'est des choses qui, à l'époque, étaient essentiellement mises en place en Suisse allemande, hein, de manière un petit peu pionnière. Et puis, il y en a également sur le canton de Genève, sur le canton de Vaud maintenant. Et puis, on voit qu'il n'y a pas vraiment de règles en fait, à ces barrières à écrevisses. C'est vraiment un ouvrage qui est différent selon l'endroit. Le but, c'est juste de stopper au maximum les écrevisses. Donc, il y a quand même plusieurs critères pour qu'une barrière soit efficace. Elle doit notamment donc, bloquer les écrevisses sur le fond du cours d'eau, parce que les écrevisses marchent au fond de l'eau. Mais elle doit également bloquer les écrevisses dans la colonne d'eau, parce que justement, grâce à leur grande queue palmée, ces écrevisses sont capables de se propulser dans la colonne d'eau et donc de nager. Elles peuvent passer sans courant des obstacles. Elle nécessite également de prolonger ces obstacles sur les berges, parce que ce qu'on ne dit pas dans l'histoire, c'est que quand les écrevisses ne passent pas via l'eau, elles peuvent aussi monter sur les berges pour contourner un obstacle. Et puis finalement, évidemment, c'est des ouvrages qui ont un certain impact, hein, parce qu'on parle sans arrêt de rendre les linéaires ouverts pour la migration piscicole. Et puis là, voilà, il est question de mettre un ouvrage qui bloque les écrevisses, ce qui est assez paradoxal.
on se rend compte qu'il y a des impacts sur certaines espèces benthiques notamment, mais que généralement, pour les poissons qui sont des bons sauteurs, comme les truites, il y a moins d'impact. Puis évidemment, c'est des ouvrages qui nécessitent beaucoup d'entretien parce que les écrevisses sont capables de s'accrocher au moindre petite aspérité pour franchir un obstacle. Voilà, donc finalement, suite à toute cette étude, donc les populations sont inventoriées, donc dans le haut du bassin versant pour l'écrevisse à pattes blanches et dans le bas du bassin versant pour l'écrevisse signal. Et puis, un emplacement est finalement trouvé au niveau du moulin au loup pour mettre en place une barrière écrevisse. Donc, on voit qu'on a ici l'ancien pont de la route cantonale, dans un gabarit en V. Et donc, voilà à quoi ressemble la barrière écrevisse qui a été mise en place par le canton de Vaud donc en 2021, donc dans ce gabarit en V. Donc, ça se compose en fait de plaques en acier avec un petit surplomb qui en fait empêche les écrevisses de franchir l'obstacle. Magnifique. Merci beaucoup, David. Je crois qu'on a appris plein de choses sur ces écrevisses. J'ai vu qu'il y a déjà quelques questions qui ont été posées. Je ne sais pas si tu as une conclusion de cœur sur ces espèces qui te touchent particulièrement, puisque ça fait l'objet de ton travail de bachelor. Alors, effectivement, c'est des petites bestioles qui me sont assez chères. Enfin, j'ai eu l'occasion de les étudier pendant plusieurs nuits, longues nuits de prospection dans les cours d'eau. Mais voilà, ça rejoint un petit peu l'introduction, hein, de dire que voilà, c'est des espèces qui sont assez peu connues du grand public et puis qui subissent énormément tout ce qui a été endiguement des cours d'eau et autres. Et à l'heure actuelle, une grosse problématique au-delà des espèces envahissantes, c'est vraiment tout ce qui est pollution, donc pollution diffuse, pollution ponctuelle. Et c'est des choses qui peuvent arriver très ponctuellement et dévastateurs voilà, liées à des drains qui arrivent dans les cours d'eau, liés à des vidages de piscines qui arrivent aussi dans les eaux claires malencontreusement. C'est rarement voulu, voire jamais voulu, je pense, mais ça arrive. Et puis, c'est vraiment terrible pour ces espèces qui donc, sont en train de disparaître un petit peu insidieusement, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Il y a de quoi leur porter attention. Euh, voilà. Magnifique. Merci, David. On va passer maintenant aux questions-réponses. Je vous rappelle que vous avez donc la possibilité de poser vos questions sur le chat, nos discussions selon votre programme. Et je vais tout de suite passer la parole à Lorena, stagiaire à l'ASL, une de nos collaboratrices qui va s'occuper de modérer ce temps de questions-réponses. Lorena, la parole est à toi. Laura. Merci. Pas de souci. Merci David, premièrement. Donc, la première question qu'on a, c'est est-ce que les moules s'attaquent aussi aux écrevisses indigènes? Le fait est que dans les lacs où est présente l'écrevisse, où sont présentes les moules quaggas, on n'a plus tellement d'écrevisses indigènes. Techniquement, ce serait bien sûr possible, hein. Ces moules quaggas s'accrochent aux carapaces des écrevisses exotiques comme elles pourraient le faire sur les écrevisses indigènes. J'imagine que moins, étant donné que justement ces écrevisses indigènes ne sont plus présentes dans ces milieux-là. Ce ne serait pas impossible si les deux espèces étaient présentes au même endroit, bien sûr, mais je n'ai pas connaissance de cas de moules fixées sur des écrevisses indigènes. Donc ces moules restent pour l'instant vraiment dans les lacs et ne remontent pas les cours d'eau. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, une seconde question. Mis à part sur Vaud, quelles sont les réglementations de pêche pour les privés? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que le mieux, c'est de se renseigner auprès de chaque canton et département. Sauf erreur, du côté français, ça doit être possible avec les permis de pêche de poser des nasses notamment. Mais il ne faut pas prendre ça pour acquis, j'en suis pas sûr. Il faudrait vraiment voir les réglementations à la source. Mais ça D'accord, diffère entre chaque canton et pays, évidemment. ok. Merci beaucoup. Ensuite, on a une autre question. Quelle est l'espérance de vie d'une écrevisse? Alors, de nouveau, ça dépend un petit peu des espèces. Comme ça, je répondrais que ça peut aller facilement à quelques années, voire une dizaine d'années.
Très bien. Ensuite, quelqu'un demande quel est le rôle des pattes qui sont sous la queue des écrans. Oui, tout à fait. Alors, ces fameux pléopodes, donc au niveau de l'abdomen, effectivement, c'est pas du tout des pattes qui ont un rôle ambulatoire, donc pour se déplacer. Donc, chez la femelle, ces pattes vont notamment servir, voilà, comme je l'ai dit, à oxygéner les œufs, les nettoyer aussi durant la phase hivernale. Et voilà, c'est le rôle principal que j'y verrais. Aussi d'appareil copulatoire, donc comme je l'ai dit, chez les mâles, hein, avec les deux premiers pléopodes qui sont modifiés pour cet appareil copulatoire. Voilà, c'est les rôles que je répondrai comme ça. Quand tu dis oxygéner, tu peux peut-être préciser. Pardon? Quand tu dis oxygéner les œufs, tu peux peut-être préciser. Oui, alors du coup, c'est à maintenir et oxygéner les œufs. Donc, ça va notamment permettre d'amener de l'eau fraîche, en fait, en bougeant, en agitant ces petites pattes, en fait, pour renouveler l'eau et donc qu'il y ait toujours de l'oxygène dans l'eau qui est présente. D'accord. Quelqu'un demande si tu connais les meilleurs endroits pour pêcher les écrevisses exotiques en France, Ah, non, dans la région malheureusement pas. lémanique. Toujours. Alors en Suisse, du coup, la réponse est assez claire, puisqu'on n'a pas le droit comme ça de les pêcher, a priori. Du côté français, j'en ai absolument aucune idée. Je suis désolé, je sèche un peu sur cette question, je ne connais pas du tout, beaucoup moins les rives françaises et pas du tout ce qui est des écrevisses. Personnellement, je vais sur la digue extérieure du port d'Ivoire. Et Voilà. j'avais une question moi aussi par rapport à la pêche. Tu as dit que les espèces exotiques ne pouvaient pas être pêchées dans le canton de Vaud. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Oui, alors bien sûr, voilà, c'est des décisions qui se prennent au niveau cantonal. Mais il y a notamment une crainte si on ouvre aux particuliers, déjà qu'il puisse y avoir des confusions, suivant le milieu où on se trouve, entre les indigènes et les exotiques, hein. Donc, on n'a pas beaucoup parlé ce soir des critères d'identification, mais quand on parle d'écrevisse à pattes blanches, par exemple, il n'y a pas forcément les pattes blanches, il y a d'autres critères qui entrent en jeu, qui ne sont pas spécialement difficiles une fois qu'on les connaît, mais voilà, il faut les connaître. Et puis, il y a également la crainte, si on peut les pêcher, que des écrevisses soient transportées vivantes, ce qui est totalement interdit, et puissent, par ce biais aussi, rejoindre malheureusement d'autres milieux, ce qui n'est absolument pas le but. Et c'est pour ça que, en tout cas, du côté suisse, à ma connaissance, c'est réservé aux pêcheurs professionnels. D'accord, très bien. Ensuite, la question suivante, c'est que faire si on trouve une espèce envahissante? Est-ce qu'on doit les signaler et où ça? Alors, oui, vous pouvez toujours les signaler, hein, notamment via le Centre suisse de cartographie de la faune côté suisse. Côté français, il existe certainement un organisme similaire. Mais donc oui, c'est possible de signaler les observations. C'est tout à fait intéressant de savoir où se trouvent les espèces, comment elles remontent. Souvent, photo à l'appui, c'est quelque chose d'assez bien. Donc, c'est Ok, possible de les signaler, tout à fait, ouais. d'accord, merci. Quelqu'un demande si tu connais les densités de population d'espèces envahissantes par rapport à celles des rivières, du lac par rapport aux rivières. Hmm. Non, alors là, c'est une très bonne question. Je ne pourrais pas répondre par les densités. Après, ça peut être très, très, très dense, hein, quand on est dans des endroits de rivière où les populations sont vraiment installées. On peut se balader la nuit et puis se trouver dans une fosse de 3 mètres carrés à observer 30 écrevisses. Donc, ça ne répond pas quant à la densité réelle de la population, mais il peut y avoir vraiment, vraiment beaucoup d'individus. Puis évidemment, quand on arrive sur les fronts de colonisation, alors là, on trouve beaucoup moins d'individus. On va plutôt se trouver face à des individus éclaireurs, comme on pourrait les appeler, en fait. Donc, c'est des individus qui partent à la conquête des cours d'eau et qui peuvent se trouver à plusieurs centaines de mètres de la population réelle. Dans le lac, voilà, il y a ces problèmes de moules quagga, hein, actuellement. Donc, quand on discute avec certains pêcheurs, on voit que les densités auraient tendance à diminuer, hein. Donc, il y a beaucoup moins de captures qui se feraient à cause de cette quagga. Maintenant, quant aux densités réelles, je ne sais pas. Mais nous, si on se balade dans les ports ou dans les enrochements, on peut également trouver plusieurs individus par mètre carré aux bonnes heures. D'accord, très bien. Et tu parlais d'individus éclaireurs, ça fait écho à une prochaine question qui est est-ce que les écrevisses sont des espèces territoriales ou sinon comment se dispersent-elles?
Alors, territorial, oui. Donc effectivement, quand on aura une sous-berge avec un grand individu, un grand mâle qui va s'installer, c'est vrai que les individus de la même espèce vont moins aller l'embêter. Donc c'est assez territorial en ce sens-là, et c'est aussi pour ça qu'il y a des problématiques de concurrence au niveau de l'habitat entre les espèces indigènes et exotiques. Ces espèces exotiques, pour la cigale en tout cas, étant largement plus grandes que l'écrevisse à pattes blanches, les écluses à pattes blanches, si on enlève toutes les maladies et tout ça, euh, ben voilà, pourraient aussi se retrouver beaucoup plus exposées aux prédateurs parce qu'elles seraient dépourvues de leur cache dans leur habitat naturel. Merci beaucoup. Et on demande aussi s'il y a une méthode simple pour différencier les écrevisses qu'on trouve au bord du Léman. Alors oui, donc la cigale est relativement visible, hein, donc elle va être vraiment couleur orange rouge au niveau des pinces, un peu bleutée même, et on va trouver donc à l'insertion entre les deux pinces une grande tache blanche qui est vraiment caractéristique de l'espèce. Donc en fait c'est pour ça qu'on l'appelle la cigale, c'est à cause de cette tache blanche sur les pinces. Après ben, l'écrevisse américaine au premier coup d'œil je dirais pas qu'elle a moins de caractères distinctifs. Elle est un peu plus piquante au niveau des pinces et du thorax. D'accord, merci beaucoup. Et une personne nous dit que c'est un plongeur et qu'il constate souvent qu'il y a des écrevisses qui sont remplies de moules, comme tu as pu le montrer. Mais s'il a bien compris, elle mue 1 à 2 fois par an. Donc finalement, est-ce que c'est pas trop dangereux pour elle? Oui, alors bah, justement, le problème, c'est que ces moules se développent extrêmement vite, hein. Si je ne me trompe pas, elles se reproduisent aussi toute l'année. Et du coup, en fait, elles vont envahir ben, la carapace de l'écrevisse beaucoup plus vite que celle-ci va muer. Ce qui fait qu'elle sera extrêmement ben, embêtée pour aller chercher sa nourriture et autres, va s'affaiblir et s'il y a beaucoup trop de moules, pourra ne plus muer et donc mourir de ça, quoi. D'accord, très bien. Et moi, j'avais aussi une question. Tu as dit que les mues pouvaient arriver vers avril-mai. Et est-ce que c'est pour ça que souvent on peut retrouver comme des carcasses sur des plages au bord du Léman, ou c'est des phénomènes de Oui, mort un peu simultanés de plusieurs populations? non, non, alors tout à fait, effectivement. Donc, elles muent à la belle saison, 1 à 2 fois par année selon les espèces, à l'âge adulte. Et donc, bah, ça pourrait être une autre méthode d'inventaire dont on n'a pas parlé, effectivement. Donc, on retrouve les mues, donc ça indique la présence d'écrevisses. Alors après, ben, au bord des lacs, il y a peut-être aussi de la prédation avec des carcasses qui sont rejetées, mais ça peut, dans beaucoup de cas, être des mues, effectivement. D'accord, très bien, merci. Et une dernière question ici pour le moment. Est-ce que les écrevisses fonctionnent en communauté ou bien ont-elles plutôt un comportement individuel? Hmm. Euh, c'est une bonne question. Je ne pourrais pas y répondre avec certitude. Je dirais qu'elles ont plutôt un comportement individualiste, avec chaque individu qui va se déplacer, chercher sa nourriture et retrouver sa cache. Mais je ne mettrai pas une certitude là-dessus. Je ne sais pas s'il y a d'autres études qui existeraient là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Alors, je ne vois plus de questions dans le chat. Merci beaucoup, Laura. Merci, David. On arrive du coup au terme de ces questions-réponses pour vous aider dans l'identification des écrevisses. Si vous ne les connaissez pas encore, nos fiches de détermination, vous pouvez commander sur notre site internet et dedans, vous avez justement des éléments pour vous permettre d'identifier ces dernières. En plus, elles sont waterproof, donc les plongeurs peuvent aussi les prendre pour aller sous l'eau. N'oubliez pas qu'on a un site internet également qui est chargé avec beaucoup d'informations. Donc, je vous encourage à aller y faire un tour. Certaines infos en moins de 60 secondes, nos trimestriels qui paraissent 4 fois par année pour ceux qui ne les connaissent pas. Allez faire un tour. Un onglet biodiversité également qui vous parlera de ce qui vit dessus dans l'eau du lac. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Je vous rappelle que ces webinaires, on peut vous les proposer aujourd'hui grâce au soutien de nos membres. Donc, si vous n'êtes pas encore membre de l'ASL ou si vous souhaitez nous soutenir, je vous encourage à le faire pour toutes nos actions dans tout le bassin versant.
Je vous remercie infiniment d'avoir été présent ce soir. On est toujours à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir.